Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Merci d'être présent aujourd'hui parmi nous pour ce webinaire de présentation d'une adresse en cours de commercialisation. On va peut-être attendre juste une minute, quelques retardataires et on débutera sans plus tarder. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir. Je me présente, je suis Sidonie Coppel, je suis la directrice adjointe de la foncière de la ville de Paris et je suis aujourd'hui accompagnée de Laetitia Pierry. Je te laisse te présenter peut-être Laetitia. Ton Bonjour. micro est coupé. Bonjour. Je suis donc oui, Laetitia Pierry, responsable des opérations au sein de la foncière de la ville de Paris. Ainsi que de Delphine Didier. Bonjour, donc je suis Delphine Didier, responsable communication à la foncière de la ville de Paris. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter dans le détail une opération en cours de commercialisation, comme je le disais, qui se situe dans le 18e arrondissement au 100 boulevard Ney, qui est un immeuble d'angle par lequel on rentrera notamment avenue de la Porte de Clignancourt. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation de cet immeuble et des logements. On reviendra très brièvement en guise d'introduction sur voilà, le processus de candidature, mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter l'immeuble. Et si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez les poser sur le fil de questions. On les prendra ensuite en fin de séance et on y répondra à l'oral, non pas dans un chat de discussion qui serait plus difficile à gérer. Et puis notre objectif, c'est de regrouper les questions de façon thématique pour y répondre le mieux possible. Mais en tout cas, on a préparé une présentation qui, je l'espère, anticipera le plus de réponses possibles. Donc voilà, on y répondra en fin de séance à l'oral. Peut-être sans plus tarder, on peut débuter. Alors, peut-être juste un rapide mot, Laetitia, si tu veux bien avancer, merci. Voilà, un rapide mot sur le processus de candidature, puisque le 100 boulevard Ney est actuellement en cours de commercialisation via notre plateforme dématérialisée de candidature qui est accessible grâce à notre site internet depuis le 3 septembre dernier et ce jusqu'au 3 décembre 2025 prochain à 14 heures. Donc, je le dis ici, vous devez déposer donc une candidature dématérialisée au travers d'un formulaire en ligne. On va vous demander différents types d'informations avec des pièces justificatives le cas échéant et vous devez vous positionner sur un logement uniquement dans le cadre de cette opération et de l'ensemble des autres commercialisations qui sont actuellement ouvertes d'ailleurs. Vous avez tout le temps de l'appel à candidature pour constituer votre dossier. Donc, depuis le 3 septembre et jusqu'au 3 décembre, vous pouvez constituer votre dossier. Il ne s'agit en aucun cas de constituer votre dossier le plus rapidement possible pour être passé le premier. Ça ne marche pas comme ça. Nous étudions l'ensemble des candidatures qui sont constituées et transmises, soumises via le formulaire jusqu'au dernier jour à 14 heures. Donc, pas de précipitation, prenez le temps de constituer votre dossier de façon constructive, posée, complète et de faire le bon choix de votre logement. Vous avez vraiment toute cette période pour établir votre demande. Vous pouvez voilà, vous postuler sur différentes typologies de logements qui vont vous être présentés et vous pouvez vous postuler sur un logement qui correspond strictement à la composition de votre ménage, mais vous pouvez aussi candidater sur un logement d'une taille avec
qui peut comporter une pièce supplémentaire dans l'idée que voilà, on vend des logements en accession sociale à la propriété et que les gens qui achètent se projettent dans le temps long, dans l'idée soit voilà, d'avoir une pièce télétravail, d'agrandir éventuellement la famille ou que sais-je. Donc vraiment, vous pouvez regarder, si je puis dire, et prenez le temps de consulter l'ensemble des logements pour pouvoir vraiment vous positionner sur un logement qui correspond le plus à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Vous verrez également sur la plateforme de candidature qu'il y a une petite alerte qui est là pour vous informer éventuellement du nombre de candidatures qui sont soumises sur certains des logements, ce qui vous donne un peu un indicateur sur les logements qui sont les plus plébiscités ou non, et donc potentiellement voilà, le fait d'orienter votre demande éventuelle sur un logement qui est moins demandé, c'est aussi un signe, je pense, important dans voilà, votre stratégie de candidature éventuelle. Et puis un dernier point également qu'il est important de vous indiquer, dans le dossier de candidature qu'on va vous demander de constituer en ligne, il y a des choses donc relatives à voilà, qui vous êtes, quelle est la composition de votre ménage, votre situation actuelle dans le logement. Et puis on va vous demander une première simulation financière pour pouvoir établir voilà, le fait que vous serez bien finançable le moment venu si vous devez notamment recourir à un prêt bancaire. Et cette simulation financière, elle vise non seulement vous à vous sécuriser dans votre projet d'achat, et également nous à nous assurer que nous sélectionnons bien des gens in fine pour qui l'achat sera véritablement rendu possible. Et cette simulation financière, elle vous donne un bonus supplémentaire dans le système de cotation que nous avons mis en place. Voilà, la simulation financière est bonifiée de 5% dans le cadre de votre dépôt de dossier. Le système de cotation, je n'y reviens pas. L'idée, c'est juste de se dire que voilà, on a des critères qui ont été mis en place, qui donnent des points. Tous les gens ne peuvent pas remplir tous les critères et donc avoir l'ensemble des points. L'idée, c'est juste qu'on a une hiérarchisation automatique des dossiers qui est faite selon certains critères dans l'hypothèse où on ait plus de demandes que d'offres et voilà, pour nous aider à hiérarchiser les demandes. Voilà. Et puis voilà, un schéma synthétique qui vous rappelle là encore le processus de commercialisation. Donc aujourd'hui, nous nous situons dans la phase d'appel à candidature, donc de commercialisation publique, on peut dire, je le disais. La candidature se fait de façon dématérialisée sur la plateforme qui est adossée à notre site internet. Donc la porte d'entrée, c'est notre site internet. Vous devez donc passer à un simulateur d'éligibilité, hein, qui est un critère légal. Le bail réel solidaire est un dispositif qui répond à des critères légaux et notamment ceux de répondre à des plafonds de ressources. Donc vous devez passer ce simulateur, ensuite constituer votre dossier. Tout au long de la constitution de votre dossier et en cas de besoin, vous avez un service de messagerie qui est à votre disposition et on a un prestataire qui est là pour répondre de façon précise, individuelle et réactive à l'ensemble de votre question, que ce soit sur le processus de candidature, un blocage dans le remplissage de votre formulaire ou bien une question de fond sur voilà, le détail d'un logement. Ils sont vraiment très compétents sur l'ensemble des sujets et vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Ensuite, les dossiers, comme je le disais, seront instruits, cotés automatiquement selon une liste de critères pour nous aider à les hiérarchiser. Et enfin, une commission de sélection composée d'élus et de personnes qualifiées se réunit pour examiner les dossiers qui sont anonymisés et classer les meilleurs dossiers qui sont présentés par ordre de rang. Donc il y a un ménage qui est retenu et on va constituer une liste d'attente en cas de besoin pour d'éventuels désistements pour les logements qui seront du coup mis à la vente. Voilà, donc grosso modo, en termes de calendrier, je le disais, là, on a cette commercialisation ouverte jusqu'au 3 décembre et ensuite, la commission de sélection pour cette adresse devrait se tenir fin janvier, début février. Voilà. Peut-être qu'on peut passer du coup à la suite. Voilà, je vais laisser la parole donc à Laetitia Pierry, qui est architecte au sein de notre structure et qui est là pour vous présenter l'opération et les logements.
Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter au mieux et il y a un temps de questions-réponses ensuite, donc n'hésitez pas. Donc l'opération se situe au 100 boulevard Ney. En réalité, elle se situe sur le boulevard Ney d'une part, mais aussi sur l'avenue de la Porte de Clignancourt. Donc on est en proximité immédiate à la sortie du métro. On est vraiment sur l'épaisseur des maréchaux, si je puis le dire. En face, ce sont les habitats bon marché de Paris Habitat. Et donc le boulevard Ornano qui donne directement ensuite vers le cœur de Paris. C'est une adresse assez particulière parce que elle est à proximité de beaucoup d'équipements. Donc le bénéfice de cette localisation, donc des équipements importants type piscine, stade, qui sont vraiment à quelques pas. Il y a aussi de nombreuses écoles à proximité, donc collège, lycée François Rabelais, mais aussi l'université de la Sorbonne, comme on a pu voir là sur la carte préalable. Pardon. On est aussi à finalement pas très loin de tout le quartier, je dirais, Jules Vaufrin, donc avec la rue du Poteau, le Thor, Ordener, toutes ces rues très commerçantes, typiquement parisiennes, qui sont à environ 500 mètres de l'opération. Il y a aussi des lieux de convivialité importants. La recyclerie qui est localisée dans une des anciennes gares de la Petite Ceinture, là dont on peut voir l'image ici. Il y a les puces de Saint-Ouen aussi et le marché des antiquaires non loin. C'est aussi une adresse importante en termes d'accessibilité. Je dirais que c'est notre adresse qui bénéficie de la meilleure accessibilité. Il y a une vraie intermodalité. Donc, il y a le métro de la ligne 4, donc vraiment au pied de l'opération. Il y a le tramway aussi également au pied de l'opération, donc avec la station Porte de Clignancourt. Et on a le périphérique non loin en bas de l'avenue de la Porte de Clignancourt. Donc, selon ces modes de déplacement, ça ouvre certaines possibilités. L'opération en elle-même, donc là, on est sur une vue qui est depuis l'avenue de la Porte de Clignancourt. Donc, c'est un programme de 62 logements. À rez-de-chaussée, il y a 2 commerces qui sont plutôt orientés, on le verra plus tard, sur le boulevard Ney. C'est un programme qui vient en mixité avec une résidence étudiante, mais il n'y a aucune perméabilité entre les programmes. C'est vraiment 2 programmes complètement indépendants. Cette résidence étudiante comprend 39 chambres. On est sur un immeuble de 9 étages et vous voyez subtilement sur l'image que les 2 derniers niveaux sont légèrement en retrait à ce niveau-là et le dernier niveau a un retrait plus important côté avenue, ce qui permet de dégager des terrasses sur le dernier niveau. Donc, en termes d'espace commun, pour avoir aussi sur l'espace à rez-de-chaussée, on est sur une opération entre guillemets classique avec un vrai jardin à l'intérieur de l'îlot, mais aussi des locaux pour l'usage quotidien, donc les locaux vélos et ordures ménagères à rez-de-chaussée et facilement accessibles. Ce qui est vraiment caractéristique de cette opération, je dirais qu'il la distingue des autres au sens large. C'est encore une fois l'accessibilité remarquable dont elle bénéficie et sa proximité aux équipements, à des équipements importants. Ensuite, c'est d'avoir des logements qui ont tous plusieurs orientations, sauf un, voire 3 orientations. On a quand même beaucoup de logements qui bénéficient de 3 orientations, ce qui est assez exceptionnel. Et ensuite, il y a des espaces extérieurs dans absolument toutes les pièces de vie, dans la majorité des logements. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des espaces extérieurs un peu filants dans les séjours, dans les chambres. On pourra le voir plus en détail ensuite. La maîtrise d'ouvrage de cette opération est la Régie immobilière de la ville de Paris et l'architecte concepteur, c'est Armand Nouvet. En termes de caractéristiques sur la structure de l'immeuble, on est sur un immeuble en béton, donc dans tout ce qui est éléments porteurs. Ensuite, on a une façade en pierre massive, donc c'est vraiment, quand on dit une façade en pierre massive, c'est toute la façade, c'est un mur de 50 cm d'épaisseur, c'est de la pierre, et donc qui permet d'avoir des caractéristiques assez importantes en termes de pérennité, sur l'isolation aussi. Donc, il n'y a pas de revêtement extérieur en soi, c'est la pierre elle-même qui
qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur des logements. On est sur 2 types de planchers différents. Du R+1 au R+7, on est sur des planchers béton. Et sur les 2 derniers niveaux, on est sur des planchers bois. Vous pourrez constater que, notamment sur les plans de vente, ça crée une légère différence sur les hauteurs sous plafond, puisque les planchers bois sont un peu plus épais. On a ensuite des toitures qui sont complètement végétalisées, inaccessibles aux habitants. Voilà. Sur ce qui concerne le chauffage et l'eau chaude sanitaire, on a un raccordement au réseau de chaleur urbain, donc au CPCU, donc un des plus vertueux qu'on puisse trouver et des plus stables en termes de prix. Ensuite, le co-commun, pardon, je vous ai déjà dit, donc le local vélo, le jardin intérieur. Sur les caractéristiques générales propres au logement, on a des menuiseries en bois. Les occultants, c'est des volets bois coulissants en accordéon, donc le même principe que les persiennes parisiennes qu'on connaît, mais pas métalliques, là, elles sont en bois. Les revêtements de sol, c'est du linoléum, donc c'est un caoutchouc plus pérenne, bien plus pérenne et qualitatif que le PVC. L'idée, c'est que vous ayez le choix entre 3 couleurs pour pouvoir choisir sur ce revêtement de sol, dans les pièces à vivre comme dans les chambres. Et en revanche, c'est du carrelage dans les pièces humides. Donc salle de bain, puis salle d'eau. Ici, vous pouvez voir du coup l'opération. Vraiment, au sol, on voit, c'est les rails du tram. Donc, on est sur le carrefour, là. Donc, on voit l'avenue de la Porte de Clignancourt. Donc, on a toute une façade principale qui donne côté avenue de la Porte de Clignancourt. Là, on est sur le côté donc sans boulevard Ney qui est par là. À rez-de-chaussée, vous pouvez voir les commerces, donc avec un beau commerce d'angle qui est prévu. L'accès au logement se fait par l'avenue de la Porte de Clignancourt. Donc, on a un accès qui va être par le jardin, on va le voir après, donc au niveau des arbres, là. Et un autre accès à un hall qui va se faire à peu près à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est une partie de la résidence étudiante. Donc, vous voyez, les fenêtres sont différentes par rapport aux étages supérieurs. Il y a une partie des logements qui donne sur ces 2 premiers niveaux, mais vous verrez qu'ils sont bien indépendants. En tout cas, la résidence étudiante se situe ici, sur une partie de R+1 et R+2. Et ensuite, on est vraiment sur du 100% logement. Donc, on voit bien la générosité des ouvertures. On voit aussi l'épaisseur de la pierre qui vient ponctuer cette façade. Le retrait dont je vous parlais tout à l'heure, avec des logements assez quand même exceptionnels au dernier niveau qui bénéficient d'une vraie ouverture sur le ciel conséquente. Ce qu'on peut voir aussi, je le détaillerai plus ensuite, mais je me permets d'utiliser l'illustration. Donc là, on a un bâtiment de logement. Donc, on a une partie des logements qui vont être en vis-à-vis avec cette opération, avec une distance importante de plus de 6 mètres, 10 mètres même quasiment. On a donc des logements qui sont orientés vers l'avenue de la Porte de Clignancourt, qui sont ceux-là. Des logements d'angle, donc qui donnent vraiment sur la profondeur de la place, et donc avec des reculs très, très significatifs par rapport au bâtiment en face, puisque du coup, de ce côté-là, on a, vous voyez, l'épaisseur de l'avenue plus des trottoirs très larges. Donc ici, c'est très végétalisé. Là, on a toute la profondeur de la place, sachant que de l'autre côté de la place, c'est un bâtiment R+2. Là, c'est un KFC à la recyclerie, donc, qui est l'ancienne gare de la Petite Ceinture, donc c'est très bas. Et du côté, là, on voit sur l'image, c'est le collège-lycée François Rabelais. Donc, on voit bien qu'il y a un grand recul, mais un vis-à-vis sur les 2 premiers niveaux. Mais ensuite, tous ces logements-là, à partir du R+3, bénéficient vraiment d'une vue extrêmement dégagée. Voilà pour l'illustration, et on verra détaillé par logement. À rez-de-chaussée, en vue en plan. Donc là, on est côté avenue de la Porte de Clignancourt. Donc, cette façade-là. Avenue de la Porte de Clignancourt, le boulevard Ney. Donc, vous voyez qu'il y a un commerce donc quasiment, qui donne complètement sur le boulevard Ney. Dans l'angle, on a l'accès à la résidence étudiante totalement indépendant. Et la résidence étudiante a ses propres
desserte verticale, donc ces ascenseurs, ces escaliers sont totalement indépendants. Il n'y a aucun contact avec les logements familiaux, donc les logements en bail réel solidaire. Et pour accéder, il y a un autre commerce qui donne à vue de la porte de Clignancourt. Et ensuite, pour accéder au logement, proprement parlé, donc vous voyez, c'est la hachure rouge. Il y a 2 accès distincts. Il y a un premier accès pour le hall A. Donc, il y a d'abord un cheminement extérieur, puis un hall qui, en fait, vient créer une sorte de parcours autour d'un arbre qui est planté donc autour d'un jardin. Donc, on vient longer pour accéder voilà, à l'ascenseur et aux escaliers. Donc, il y a un vrai retrait, une vraie mise à distance par rapport à l'avenue de la Porte de Clignancourt et un vrai contact avec le jardin. Alors que l'accès sur rue du hall B et C, voilà, on a un tronc commun ici. Puis ensuite, voilà, c'est bien, il y a un badge spécifique pour le hall B, un badge spécifique pour le hall C. Et on peut voir voilà, que depuis ces 2 halls, on a un accès à un local vélo très conséquent qui donne, lui, en direct sur un jardin qui est plutôt contemplatif et qui est très densément planté. Il y a aussi un accès direct donc, aux locaux OM depuis les halls. Donc, pour le hall commun BC, le hall local OM l'accès au local OM se fait par ici. Et pour le hall A, il se fait voilà, depuis l'espace vélo. Voilà. Ensuite, donc là, c'est un plan synoptique. Donc, c'est un plan qui compile tous les étages de manière synthétique. Ce qu'on peut y voir, c'est nettement sur le R+1 et le R+2, on voit que grosso modo 50% de ces étages-là sont dédiés à la résidence étudiante. Ce qu'on voit aussi, voilà, c'est qu'il y a les dessertes propres au logement, donc le hall cage B et cage A, et qu'il n'y a aucun contact avec cette résidence. Aux étages du dessus, on voit que voilà, ce sont des 100% logements familiaux. Chaque couleur représente une typologie, donc le jaune, les T2, le bleu, les T3 et le violet, les T4. En bleu, les T5. Et donc, vous verrez aussi, vous avez dû voir dans les plans de vente sur l'opération, il y a des logements qui se répètent, qui sont exactement les mêmes d'un étage à l'autre. Cas concret, le B33, par exemple, qu'on voit ici, et le même au-dessus. Et donc, la différence se fait vraiment sur des questions de luminosité et de hauteur, mais le logement en lui-même est le même. Donc, voilà, il y a ces répétitions quand même à plusieurs niveaux qu'on peut un peu identifier sur ce synoptique. Maintenant, je vous présente un étage courant. Donc, c'est la composition générale, je dirais, de chaque étage, même s'il y a des variantes, hein, vous avez pu le voir sur le synoptique. L'idée, c'est juste de simplifier pour pouvoir voilà, vous donner des clés de lecture des documents. Donc, sur cet étage courant, il y a 3 types de logements différents. On a, dans plusieurs cas, un mono-orienté qui est un T3, orienté vers le jardin, lycée, vue lointaine. On a des logements d'angle, donc c'est des logements qui sont soit bi-orientés, donc avec 2 orientations en angle, soit donc typiquement le C52 et le C53, soit avec 3 orientations, c'est le cas du A51 qu'on verra plus précisément après. Et ensuite, on a une autre typologie, c'est ce qu'on appelle des logements traversants. Donc, c'est des logements qui ont des orientations opposées. Donc, ici, concrètement, on a une vue ouest et une vue est. Et donc, en termes de ventilation, c'est, je dirais, et de luminosité, le cas idéal, entre guillemets. Et donc, je vais rentrer plus en détail. Donc, ce logement mono-orienté, comme je vous le disais, il a des vues vers le jardin sur les premiers niveaux et le lycée. Et ensuite, il a vraiment des vues dégagées. L'idée, c'est de vous aider à vous projeter sur ce qui est vu depuis ces logements. Donc, en réalité, on a le lycée, ça sous-entend aussi beaucoup de vues lointaines, comme on a pu voir sur l'image tout à l'heure. Ensuite, les logements d'angle. Donc, il y a des vues donc, vers le jardin et le lycée, comme on l'a vu pour le B51. Mais il y a aussi ici
un vis-à-vis, mais qui est à une distance de plus de 10 mètres avec le bâtiment blanc là qu'on voyait tout à l'heure sur l'image. Ici, on a un vrai retrait par rapport à l'avenue de la Porte de Clignancourt. Vous pouvez voir la mise à distance, là, c'est la limite de la parcelle. Donc, ça donne côté avenue de la Porte de Clignancourt sur toute cette façade-là. Et donc, par exemple, le C53, lui, donne sur la profondeur de la place dans l'angle, donc boulevard Ney et avenue de la Porte de Clignancourt. Le C52, quant à lui, donne vraiment côté jardin et lycée et côté boulevard Ney. C'est un plan d'étage courant, c'est valable pour tous les étages, hein, ce qui est dit là. Et ensuite, voilà, les typologies de logements traversants. Donc, on voit quand même que c'est tous ceux qui sont au centre, si je puis dire, et donc qui viennent vraiment de part et d'autre de la façade chercher les vues avec des orientations du coup opposées en termes de luminosité et des caractéristiques différentes. En termes de certification, on vise toujours, nous, dans nos opérations, la certification NF Habitat HQE et des objectifs environnementaux importants. L'idée derrière ces éléments qui peuvent paraître un peu techniques et abstraits, c'est de vous garantir une haute qualité d'usage et de performance environnementale, donc des bons niveaux d'isolation thermique, phonique, etc. Et donc voilà, ce sont des garanties, notamment le NF Habitat HQE, qui est voilà, une qualité qui garantit une haute qualité d'usage des logements, à tout point de vue. Alors, les logements en eux-mêmes, je vais vous présenter quelques logements, donc ça va de pair avec ce que je vous ai présenté en amont. Je me permets de faire un petit focus sur la lecture des plans de vente. Donc ici, on a un plan de vente type. Les indications que vous pourrez trouver sur ce plan de vente sont les suivantes. Donc, on a des éléments de surface qui sont dans l'item en haut à droite, donc avec la typologie, la surface des habitables, la surface des espaces extérieurs. La surface des espaces extérieurs, c'est la surface cumulée de tous les espaces extérieurs. Comme vous pouvez le voir ici, on a un premier balcon, un deuxième balcon, un troisième balcon. C'est l'accumulation de toutes ces surfaces qui donne 7,6 mètres carrés. Mais vous pouvez voir sur les plans qu'il y a un balcon de 4,2 et un balcon de 3,4 mètres carrés. Ensuite, vous avez aussi voilà, les détails des pièces sur toutes les pièces, pardon. Donc, vous avez ces précisions-là qui sont bien indiquées sur le plan de vente. Ensuite, en termes d'orientation, pour se dire bah, voilà, où va être la lumière du matin, donc la lumière à l'est, ou la lumière du soir, la lumière à l'ouest, le nord, le sud, on a ce référentiel-là qui simplement indique où est le nord. Donc, par déduction, si le nord est par là, on a bien le sud à l'opposé, l'est sur la droite et l'ouest sur la gauche. Ce nord-là, sur les plans de vente, il est indiqué par rapport à ce plan de référentiel. Parfois, les logements ne sont pas orientés de la même manière. Ça peut être troublant, mais selon voilà, la dimension des logements, en tout cas, c'est ça qu'il faut regarder. Et ne pas hésiter pour figurer, même si vous imprimez les plans, à les tourner pour mettre le nord face à vous et vous rendre compte de où sont les vues au sud, etc. Et faire vos choix en conséquence. Donc ça, c'est une précision importante. Ensuite, il y a des précisions concernant l'accessibilité des logements. On a essayé d'indiquer à chaque fois où étaient les logements accessibles, adaptables, donc dans l'item en haut. On reviendra plus en détail plus loin sur ce que ça signifie. En tout cas, l'information, elle est vraiment en en-tête. Et vous pouvez voir voilà, ces cercles sur les logements aussi, là, comme on voit là, qui indiquent voilà, les rotations possibles pour un fauteuil, les circulations autour du lit, etc. Donc ça, c'est toutes des précisions qui sont liées à l'accessibilité des logements pour une personne à mobilité réduite. Enfin, sur tout ce qui concerne le dimensionnement, donc vous avez des cotes, donc c'est les éléments bleus sur les logements. Bien sûr, on a donné les cotes majeures, mais il y en a plein d'autres si on veut aller en chercher. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que sur les espaces extérieurs, vous avez toujours les profondeurs indiquées. Donc, typiquement, sur ce plan, on a 1 mètre, 0,3. Ici, on a 54 cm. C'est indiqué en centimètres. Et on a un référentiel ici qui est une échelle. Concrètement, si vous imprimez ce plan, vous prenez une règle. Si avec votre règle, vous avez 5 cm
qui donne 1, c'est 1 mètre. Et donc, partout où vous irez sur le plan, où vous mesurez 5 cm, vous saurez que ça fait 1 mètre. Et donc, après, à extrapoler pour se repérer. Donc, toujours se fier à cette échelle-là, qui est un bon indicateur si vous voulez des dimensions complémentaires par rapport à ce qui est déjà indiqué sur le plan. Voilà en grande ligne. Si, il y a aussi, excusez-moi, les hauteurs sous plafond qui sont toujours référencées. Alors, s'il y a une hauteur sous plafond générale, c'est que c'est la même dans les autres pièces. Si parfois il y a des faux plafonds, ce qui est le cas sur certains logements, ils sont indiqués par des hachures et il y a une autre hauteur sous plafond qui est précisée spécifiquement. Ici, vous voyez, il y a des poutres, elles sont indiquées et il y a une hauteur sous plafond qui est indiquée également en conséquence. Donc voilà, l'idée, c'est de bien se repérer sur ces éléments de hauteur aussi. Donc HSP, c'est hauteur sous plafond. Et ensuite, voilà, vous avez les légendes normalement qui précisent tout, mais voilà, PF, c'est le porte-fenêtre. Donc, c'est une porte-fenêtre, ça veut dire qu'elle descend jusqu'en bas. VO, c'est les volets. Donc, ça vous indique bien où sont présents les volets. Et vous voyez, on voit l'accordéon qui est en pointillé. Là, vous avez PF, c'est porte-fenêtre. Donc, ça veut dire qu'on peut, oui, sortir. Donc, c'est que des porte-fenêtres sur cette opération, ce qui est quelque chose de très intéressant. Les rangements, etc. Et là, vous voyez que ce sont des portes normales. Sur d'autres logements, il y a des portes à galandage. La porte à galandage, c'est une porte qui coulisse. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de gêne par rapport à l'ouverture de la porte. Et il y a aussi les radiateurs qui sont bien indiqués. Donc là, vous les voyez, il y en a un ici, un ici, voilà. Voilà en grande ligne. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques logements. Pardon. Ici, donc, à chaque fois sur les plans de vente, vous avez le plan de repérage général donc sur le plan d'étage. Donc, typiquement ici, voilà, on est sur un logement qui se répète à tous les niveaux. C'est un T3, donc c'est celui qui se situe en retrait par rapport à l'avenue de la Porte de Clignancourt, qui donne autour de l'arbre existant conservé autour duquel on vient rayonner. Donc, il y a vraiment une sorte de mise en scène de cet arbre dans le logement. Puis qui va avoir un contact privilégié avec celui-ci. L'idée donc dans ce logement qui se répète du 1er au 9e étage, c'est bon, on a un espace d'entrée avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur, un petit rangement. Vous voyez qu'il y a un séjour important. C'est un des seuls logements qui propose une cuisine séparée. Donc avec là pour le coup une porte à galandage, donc qui glisse dans la paroi. C'est une cuisine voilà, qui a 2 orientations, qui a beaucoup d'ouverture. Il y a aussi le salon, voilà, avec 2 orientations. Et un espace nuit, vous voyez ici, avec les 2 chambres et le trio avec les WC et la salle de bain. On voit qu'il y a des espaces extérieurs partout, tout autour. En fait, vous pouvez constater que l'épaisseur de la pierre est telle que finalement, les balcons qu'on a sont vraiment dans l'épaisseur de cette pierre. Donc, ça vient vraiment permettre systématiquement, sauf cas exceptionnel, d'avoir ce rayonnement de balcons. Dans certains cas, typiquement sur ce même logement, sur les 2 premiers niveaux, il n'y a pas d'espace extérieur à cause de l'épaisseur du bâtiment. Donc ce retrait-là n'est pas possible. Donc attention, il y a des logements qui n'ont pas ces espaces extérieurs. Et sur les premiers niveaux, à contrario, les logements sont un petit peu plus grands. Ils font 63,7 m², tandis que sur les étages supérieurs, il fait 60 m². Donc à vigilance là-dessus, c'est le même plan de logement avec cette réserve sur la différence de surface logement, surface d'espace extérieur. Ensuite, on a un type de T3. On a 2 types de T3 comme on a pu le voir avant. On a les T3 traversants et les T3 d'angle. Donc là, on a pu voir que celui-ci, finalement, il est aussi bien traversant que angle. En fait, il a 3 orientations. Celui-ci, il en a 2. Donc, sa composition est la suivante. On a un espace d'entrée avec un rangement. On a là, pour le coup, un séjour cuisine qui est beaucoup plus profond, mais qui est un tout, en fait, avec une pièce généreuse qui donne sur un balcon.
Il y a aussi une chambre attenante par laquelle on accède depuis l'entrée ou depuis le séjour. Et cette chambre a elle-même accès au balcon. On a ensuite, plus haut dans le logement, une vraie mise à distance entre le séjour et cette deuxième chambre, ce qui peut être avantageux, par exemple pour les nuisances sonores pour les enfants ou autres le soir, par exemple. Donc ici, on a vraiment une mise à distance entre séjour et chambre. Donc on a la chambre qui bénéficie aussi d'un petit balcon. Vous pouvez voir que c'est une porte à galandage, donc une porte qui coulisse, voilà, avec cette idée qui est vraiment une générosité une bonne capacité à avoir les vues et la lumière, je dirais, grâce à cette porte à galandage qui fluidifie un peu l'espace. C'est aussi l'idée que, voilà, entre cette chambre et cet espace, potentiellement, il y ait voilà, un partage pour donner le sentiment que la chambre est plus grande. Ça peut être aussi vu comme un espace de jeu pour les enfants ou bien un espace bureau. Voilà, il y a un vrai dégagement ici qui est intéressant en termes d'usage pour pouvoir l'investir selon les besoins et envies de chacun. Les orientations de ce bâtiment, donc là, ce logement, pardon, on est sur une orientation est-ouest, donc ça veut dire que ce logement bénéficie de lumière à tout moment de la journée en fonction de la course du soleil. À préciser aussi, vous allez voir sur plusieurs logements, on a en rouge la option porte à galandage le long d'une paroi. Dans ce cas-là, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, les logements évolutifs. Ça veut dire qu'on peut le considérer comme un T3 ou comme un T2+. Bon, là, en l'occurrence, il serait très grand, mais c'est la philosophie. En tout cas, il est possible, c'est sur devis, en tout cas, c'est à la charge de celui qui... Enfin, pardon. C'est selon le prix qu'on donnera, s'il y en a que ça intéresse, voilà, il y a cette option qui est en tout cas possible, mais qui est payante. Et donc ce logement-là, il se répète du 5e au 8e étage. En termes de prix, du coup, il varie de 335 000 € à 350 000 €. À cela, il faut ajouter, bien évidemment, le coût de la redevance mensuelle qui est de 2,65 € par mètre carré par mois. Ensuite, le T4 traversant, on peut voir que le plan finalement a la même philosophie que celui que je vous ai présenté juste avant. Donc avec ce séjour cuisine tout en profondeur qui donne sur un balcon avec la chambre attenante, l'espace bien identifié, idem avec ce dégagement libre à usage de chacun à investir. L'idée également de la porte à galandage pour un peu imaginer tout ça comme un tout, sauf que voilà, au lieu d'avoir une chambre, là, on a 2 chambres et on a aussi ce balcon filant qui vient desservir l'ensemble. Vous voyez aussi que sur ce T4, il y a 2 pièces d'eau, donc une avec une douche et lavabo WC et l'autre également, avec une baignoire en revanche. Enfin, on a un T5. Alors, les T5, donc il y en a quelques-uns dans l'opération. Il y a quelques T5 traversants, donc qui reprennent ce schéma, entre guillemets. Et on a des T5 vraiment quasiment sur tout le dernier niveau, où là, je vous en présente un. Celui-ci, il est assez exceptionnel puisque, comme le T3 que je vous ai présenté tout à l'heure, il a 3 orientations, donc est, sud et ouest. On voit qu'on a un séjour d'angle et cuisine avec vraiment des ouvertures multiples et généreuses. On a ici non pas des balcons filants, mais une terrasse. C'est le seul étage, le 9e étage, où il y a des terrasses qui sont proposées. Tout autour, ce qu'on voit en hachuré là, je pointe en curseur, ce sont de la végétation. Cette végétation n'est pas propre au logement, elle est liée à la copropriété, donc elle n'est pas... c'est une surface qui est entretenue par la copropriété au même titre que toutes les toitures végétalisées. Sur la composition du logement encore, donc comme on le disait, voilà, il y a le séjour cuisine avec une cuisine qui n'est pas séparée, mais en soi qui est séparable, puisqu'elle est bien indépendante quand même en termes d'espace, avec ses propres ouvertures potentiellement. On a un espace nuit qui est bien distinct.
avec toutes les chambres qui en enfilade, qui sont bien séparées avec leur espace des pièces d'eau. Donc, il y a les WC, il y a une première salle d'eau avec une douche et une autre salle d'eau avec une baignoire. Voilà. Et celui-là, il y en a qu'un logement comme ça, il est au 9e étage. Et aujourd'hui, son prix de vente, c'est 480 000 € pour 90 mètres carrés. Et là, les espaces extérieurs, donc c'est uniquement la terrasse, c'est pour ça qu'il fait 6 mètres carrés. Et donc, tout le reste est planté. Sur l'item accessibilité, je me permets une petite précision. Aujourd'hui, la loi française est très, je dirais, ambitieuse sur le sujet. Et donc, les logements qui sont accessibles, enfin, la loi impose à ce que tous les logements soient une personne en situation de handicap en termes de mobilité puisse accéder à tous les espaces de vie dans les logements. Donc, c'est pour ça que vous pourrez voir sur tous les plans qu'il y a des ronds PMR, etc., sur tous les séjours, toutes les pièces à vivre. Et pour l'accès aussi aux toilettes. Donc, ça, c'est la base de la loi. Donc, il y a des logements qui sont adaptables. C'est des logements où donc, on respecte ce niveau initial. Et donc, c'est des logements où, en revanche, on ne peut pas... Enfin, c'est des douches qui sont soit avec ressaut, soit avec baignoire. Vous pourrez voir sur tous les plans qu'on a, nous, des chambres accessibles, etc. Donc, la différence se fait uniquement sur les pièces d'eau. En revanche, on a des logements qui sont accessibles. Et ces logements accessibles, ils ont donc du coup cette possibilité d'accès par une personne en fauteuil dans toutes les pièces à vivre, dont une chambre adaptée. Et aussi, ils ont des pièces d'eau qui sont accessibles. Donc, ça veut dire qu'on a des douches sans ressaut accessibles à une personne en situation de handicap. Ça, c'est les situations de base. Donc, comme je vous le disais, c'est référencé sur chacun des plans de logement et les plans eux-mêmes indiquent les ronds PMR qui attestent de l'accessibilité des pièces. Ensuite, on a un troisième cas qui est le logement adapté. Et le logement adapté, c'est vraiment un logement sur lequel on va faire des travaux spécifiques pour répondre à un besoin spécifique en fonction de son handicap. Typiquement, une personne malvoyante va avoir besoin d'éléments en braille ou autre. Il peut y avoir des questions de hauteur, de mobilier ou autre. Pour ces cas-là, c'est des logements adaptés et donc ça va être du cas par cas, des cas individuels et donc qui vont demander des travaux modificatifs spécifiques qui seront à la charge de l'acquéreur. Mais pour ça, ce sera encore une fois un échange au cas par cas sans problématique. Voilà. Voilà en grande ligne pour la présentation de cette opération. Je suis à votre disposition peut-être pour les éléments de questions-réponses, si vous en avez des questions. J'espère avoir été claire. Merci Laetitia pour cette présentation. On a une question là dans le fil des questions-réponses. N'hésitez pas hein, si vous en avez à les écrire. Donc la question porte sur la plomberie. Est-ce qu'elle est encastrée dans les dalles ou bien est-ce qu'elle est apparente? Alors, il y a une partie de la plomberie qui passe dans les dalles, notamment sur les douches, puisqu'on a des douches sans ressaut. Après, en fait, sur les baignoires, on aura plus des plomberies, sauf erreur de ma part, plus accessibles. Ok, merci. Pas d'autres questions pour le moment. Il y a une main levée, mais comme je le disais, en fait, on va vous demander, pour des soucis organisationnels, de poser vos questions par écrit, s'il vous plaît. Il suffit de cliquer sur questions-réponses. Voilà. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y a des parkings dans l'opération? Alors non, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de cave non plus. Il n'y a pas en gros d'espace en sous-sol. C'est un sous-sol réduit pour uniquement des éléments techniques. Donc non, il n'y a pas de parking. En revanche, on sait que voilà, aux abords, il y a de l'offre, mais il n'y en a pas au sein de l'opération.
Très bien. Et en ce qui concerne l'isolation phonique, qu'est-ce qui est entre guillemets prévu? Alors les normes constructives sont effectivement très exigeantes, mais peut-être revenir rapidement sur ce point, voilà, en ce qui concerne l'isolation entre logements mitoyens et peut-être aussi la qualité des menuiseries vis-à-vis de, voilà, de l'environnement extérieur. Ouais. Alors oui, comme je vous disais, de toute façon, comme on est en construction d'œuvre, on répond à un niveau d'exigence important, donc qui est vérifié par des prises de son, voilà. Et donc sur tout ce qui est menuiserie extérieure, donc elles ont des performances, enfin de haute qualité pour garantir une bonne qualité acoustique des logements au regard des nuisances extérieures. Ensuite, entre logements, donc 2 logements différents sur un même étage, on a des murs très épais en béton, qui sont réisolés, donc on a cette garantie-là. Et ensuite, au sein même du logement, les épaisseurs en placo sont suffisants, en placo-plate sont suffisantes, pour répondre de aux exigences normatives. Donc on va dire qu'il y a 3 prises en compte, complémentaires, et pour les planchers aussi, bien sûr. Ok. Et pardon, mais Euh, les labels aussi, attestent de ces hauts niveaux de performance acoustique, et de cette qualité, de confort phonique, pardon. Très bien. Euh, Alors, donc je reformule peut-être un propos introductif qui n'était pas clair. Vous pouvez candidater, postuler sur un logement au sein de cette opération. Mais néanmoins, comme nous avons plusieurs commercialisations, donc immeubles en cours, vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une demande sur un logement sur un autre immeuble. Donc, on est bien une demande sur un immeuble. Voilà. Après, nous, dans le cadre de la préparation des commissions de sélection, on s'assurera voilà, que vous, de la cohérence, on va dire, des candidatures. Et voilà, les commissions de sélection, comme je le disais, se tiendront fin janvier, début février. Donc, on s'assurera au fil de l'eau que, voilà, un ménage n'a bien qu'un logement in fine, mais vous avez cette possibilité de déposer un dossier sur plusieurs opérations. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Delphine, si tu peux nous aider, s'il te plaît, à relayer les Oui, alors questions. il y a surtout, alors pas tant de questions sur les logements que sur des questions sur la grille de cotation, sur Mhm. combien de points peut-on espérer pour être sélectionné sur un dossier. Donc ça, c'est pas tant le nombre de points que par rapport aux autres personnes que la sélection se fait. Il y a aussi des questions sur la date de le paiement par rapport à la livraison. Est-ce à partir de quel moment est-ce qu'on paye le logement? Donc ça, Sidonie, Ok. si tu Ouais. peux- Alors peut-être un petit point sur le calendrier, on va dire un peu prévisionnel pour vous donner des perspectives. Donc là, la période de commercialisation donc, est ouverte jusqu'au 3 décembre. Je le disais, la commission de sélection se tiendra fin janvier, début février. À la suite de quoi va s'amorcer, on va dire, une vente en l'état futur d'achèvement en VFA, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. C'est-à-dire que dès lors que vous aurez été sélectionné, on va signer ensemble un contrat de réservation. Donc un contrat préliminaire de réservation qui va voilà, acter vraiment et désigner le lot, le logement, le prix du logement et donc le fait qu'on réserve un logement pour vous. Donc ça, c'est un premier acte juridique important qui nous engage de part et d'autre. Et la période, on va dire, visée de signature de ce premier acte juridique est pour environ la fin du premier trimestre 2026. Une fois que ce contrat de réservation aura été signé, c'est à l'appui de ce document que vous pourrez ensuite amorcer vos recherches de financement, puisque il est extrêmement probable que vous ayez recours à un prêt bancaire. Donc c'est à l'appui de ce document, parce que justement, il désignera véritablement le logement, son prix, ainsi que la redevance qui est adossée, que vous pourrez faire vos recherches de financement.
Et une fois que vous aurez obtenu votre offre de prêt, on pourra alors signer chez le notaire ce qu'on appelle, nous, un acte authentique d'acquisition. Donc, c'est véritablement le bail réel solidaire. Et il est envisagé que ces actes authentiques soient ensuite signés, on va dire, d'ici à la fin du premier semestre 2026. Grosso modo, on va dire juillet 2026. Et alors, les travaux débuteront, voilà, le chantier pourra débuter. Et du coup, en termes de financement, hein, véritablement, vous ne payez, entre guillemets, que vous ne remboursez le prêt que au moment où vous rentrez dans les lieux. En fait, les banques sont vraiment coutumières du financement en VFA. Lorsque vous allez souscrire une offre de financement, vous allez devoir payer quelques frais, on va dire, annexes, tels que l'assurance du prêt, voilà. Mais le système de déblocage des fonds qui va permettre voilà, à l'opérateur de construire l'immeuble est véritablement géré en direct entre la banque et le promoteur, l'opérateur. Et c'est pas vous qui devez avancer ces frais-là. Vous ne rembourserez votre prêt au moment où vous rentrerez dans les lieux. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous n'avez pas, on va dire, de double loyer pendant toute la période de construction du logement. Voilà. Et sur la grille de cotation, peut-être alors un point. Donc, elle est accessible sur notre site internet. Les critères sont publics et transparents. Je le disais en guise d'introduction, on a 11 critères, plus le bonus dont j'ai parlé tout à l'heure relatif au fait de fournir une simulation financière. Sur les 11 critères, l'objectif, c'est de prioriser, si nécessaire, les candidatures. Chaque ménage ne peut pas remplir l'ensemble des critères. Il y a des critères voilà, qui ont été mis en avant, notamment pour regarder l'adéquation entre la composition d'un ménage et la taille du logement qu'il demande, quelle est sa situation actuelle dans le logement, quel est son lien éventuel avec Paris, s'il y travaille ou y habite déjà, si vous êtes notamment locataire du parc social ou que vous avez un taux d'effort actuel important dans votre location dans le parc privé. Il y a vraiment il y a beaucoup de critères et personne ne peut remplir tous les critères. Donc il faut vraiment se tranquilliser sur ça. Il n'y a pas un nombre de points précis ou absolus à obtenir. L'idée, en fait, c'est de classer les demandes et de les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est pas tant la valeur de votre cotation personnelle qui sera importante, c'est plutôt finalement, nous, une aide pour comparer les dossiers sur un même logement. Voilà, donc voilà, personne ne peut remplir tous les critères. Il n'y a aucun critère qui n'est excluant. C'est juste une aide à la décision. Les seuls critères légaux qui est par contre obligatoire de remplir, c'est on achète en BRS pour faire sa résidence principale, donc ce n'est pas pour louer. Il faut répondre au plafond de ressources du dispositif qui sont édités par l'État annuellement et que nous mettons en vigueur. Et ensuite, on achète en BRS pour en faire sa résidence principale parce qu'on n'a pas la capacité de se loger dans des conditions adaptées, parce qu'on n'a pas de patrimoine, on n'est pas d'ores et déjà propriétaire occupant, ou que sinon on n'a pas des biens nous permettant de dégager des ressources locatives pour pouvoir se loger de façon convenable en l'occurrence à Paris. C'est les 3 seuls critères. Mais nous, ensuite, la grille de cotation que l'on applique, c'est simplement pour nous aider à hiérarchiser les demandes. Voilà. Merci Sidonie. Entre-temps, il y a une question plus sur l'immeuble, enfin plutôt sur les commerces qui sont au rez-de-chaussée. Laetitia, est-ce qu'on a une idée du type de commerce éligible au bail, des 2 locaux qui seront au rez-de-chaussée? Est-ce qu'on a déjà une idée? Non, c'est pas encore des éléments qui sont construits, c'est vraiment fait de concert avec la ville. Donc, c'est la ville qui pilote ça. Aujourd'hui, on n'a pas de destination qui est en tout cas actée. Merci. Après, il y avait de nouveau des questions plus sur le BRS, notamment s'il y avait une limite d'âge. Donc non, il n'y en a pas. Par contre, il y avait une question, est-ce qu'on peut être propriétaire d'une résidence secondaire en province?
et candidater pour un logement en BRS? Alors oui, c'est possible. C'est pas un critère bloquant, mais néanmoins, on va vous demander, voilà, de nous donner plus d'informations sur cette résidence, et c'est un élément qui sera porté à titre informatif aux membres de la commission de sélection. Il y avait aussi une question sur le BRS et la revente. Qu'est-ce qui est prévu dans les cas où le ménage souhaite revendre son ménage? Tout à fait. Son- Alors, de façon générale, on est là pour vous accompagner à la revente. De la même façon qu'on est là pour sélectionner les premiers ménages pour les ventes, on est là aussi pour accompagner les ménages à la revente. Et d'ailleurs, on a une clause dans l'acte d'achat qui stipule bien cela, qui s'appelle un pacte de préférence. Donc, le jour où vous souhaitez revendre, ce qui est possible à tout moment, d'ailleurs, ça me permet de vous dire ça, hein, on est vraiment très proche de l'accès, enfin, de la propriété privée. Vous pouvez revendre à tout moment. Vous prenez notre attache et on voit ensemble comment remettre le logement à la vente, puisque il faut que le prochain acquéreur réponde donc aux mêmes critères légaux que j'ai exposés tout à l'heure. Donc nous, on se doit de contrôler ça. Et puis, comme c'est un dispositif d'accession sociale à la propriété, c'est un dispositif aidé, on doit aussi fixer ensemble le prix de revente qui va être indexé, mais néanmoins plafonné. Donc nous, voilà, on vous accompagne dans l'ensemble de ces démarches et on remettra en commercialisation le logement et les ménages seront sélectionnés de la même façon que c'est le cas pour cette vente initiale. Donc pas d'inquiétude, on est là à ce moment-là. Il y avait une question sur la copropriété, comment cela se passe avec le bail réel solidaire. Est-ce qu'il y a un syndic? Comment se passe la copropriété? Alors, ben, de façon très classique, là encore, j'ai envie de dire, on est vraiment dans la propriété voilà, la plus pleine possible. Donc, les immeubles que nous construisons sont des copropriétés. Donc, dès lors que vous achetez en bail réel solidaire, vous devenez propriétaire, mais également copropriétaire. Donc, ça, c'est un point important. Et ensuite, chaque immeuble sera géré avec les instances habituelles d'une copropriété, donc conseil syndical, syndic, assemblée générale, charge de copropriété. Voilà, c'est tout ce qui est de plus classique de ce point de vue-là. Il y a Mais une question. on pourra. Pardon. Il Vas-y, y a une vas-y. question qui concerne le montant de la redevance foncière qui a été Alors, appliquée. Laetitia l'a évoqué tout à l'heure, donc elle est d'un montant de 2,65 € par mètre carré selon la surface de votre logement. Donc, vous retrouverez le montant de redevance pour chacun des logements si vous allez vraiment dans notre plateforme. C'est un montant en euros hein, qui a été calculé pour vous aider à mieux vous figurer ce montant-là, qui figure dans la présentation de chacun des logements. Voilà. Il y a une question, Laetitia, concernant les possibilités de mettre des volets roulants électriques sur les fenêtres. Alors là, c'est des travaux plus conséquents. Il faudrait voir déjà la faisabilité par rapport aux hauteurs sous plafond. Ce serait à la charge propre des occupants. Nous, c'est pas comment dire, un travaux modificatif qu'on propose. Donc, les logements sont livrés avec des volets bois en accordéon. Si d'autres systèmes type volets roulants voudraient être installés, ce serait à la charge des acquéreurs et par leurs propres moyens, enfin, je veux dire avec un entrepreneur. S'agissant d'une modification dans le logement, il faudrait aussi nous en avertir quand même. Je pense qu'on peut prendre une dernière question qui a encore par rapport à la redevance, mais je pense que voilà, c'est pour savoir si elle est révisée annuellement, peut-être pour avoir que les personnes aient une idée globale des Mm. charges liées à l'achat en Alors, BS. elle est indexée annuellement. Elle est indexée sur un indice qui est l'indice de révision des loyers, donc l'IRL. Peut-être si vous êtes déjà locataire, c'est un indice qui doit vous parler. C'est pas un indice, on va dire, très dynamique. Donc, la redevance, elle prend
on parle même pas en dizaines pardon, excusez-moi, je suis troublée. Elle n'augmente vraiment pas fortement d'année en année, hein. Je prends un exemple. Si vous payez 200 euros une première année sur un logement plutôt de petite typologie, elle prendra peut-être 10 centimes la première année. C'est vraiment indolore, entre guillemets, et c'est notamment pour ça qu'on a fait le choix de cet index-là. Merci. Non, bah, je pense que pour les questions, on a balayé toutes les questions sur les logements à la résidence. Concernant le BRS en ressources, vous avez sur la chaîne YouTube de la Foncière de la Ville de Paris un webinaire vraiment dédié au bail réel solidaire que vous pouvez visionner. Vous avez aussi sur le site internet une FAQ et beaucoup de pages qui peuvent vous donner des informations. Et comme le disait Sidonie, il y a une plateforme en ligne quand vous candidatez où vous aurez des questions personnalisées des réponses personnalisées à vos questions. Donc voilà, en ce qui concerne les ressources disponibles. Sidonie, je te laisse conclure le webinaire. Oui. Pardon, parce que du coup, je vois une dernière question, navrée, Ah, mais qui est apparu. on a bien le sujet des familles monoparentales voilà, dans notre dispositif, simplement pour rassurer cette personne sur cet élément-là. Effectivement, ça fait partie des critères que l'on regarde dans la grille de cotation. Donc voilà, il y a des critères qui sont favorables à cette composition familiale. Ça, c'est une chose qui est claire. Et après, sur le plan de financement, qu'on soit famille monoparentale ou seule ou en famille, voilà, c'est à vous de voir, notamment en lien avec les banques, voilà, quel serait votre plan de financement. Et ça, voilà, on est là pour vous orienter potentiellement vers des organismes partenaires, mais c'est pas nous qui sommes décideurs des plans de financement de chacun d'entre vous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette séance a été claire pour vous, tant sur cette adresse que sur voilà, le fait de vous aider dans le positionnement de votre achat éventuel. Comme le disait Delphine, vous pouvez revisionner l'ensemble de ces ressources et également consulter notre site internet pour de plus en plus d'informations. Et voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt peut-être. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.